Bonjour à tous, sawadee cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, Candace Owens lâche une dinguerie. Je dirais même lâche une singerie. Sans évidemment offusquer le moindre singe qui regarderait cette vidéo. Mais franchement les amis, là vous allez le voir, Candace Owens lève enfin le voile sur le sombre séjour américain de Jean-Michel Trogneux. Vous le saviez, dans la précédente vidéo, on a suivi les aventures de Candace Owens, dans laquelle justement, disons qu'elle pointe du doigt le mystère, je dirais même le mystérieux voyage de Jean-Michel Trogneux en Amérique. Donc justement, parce que vous le savez, il y avait le fameux voyage en Algérie, le service militaire de Jean-Michel Trogneux, les allers-retours fréquents de Brigitte Macron, notamment pendant l'alunissage de Armstrong en 69, enfin à cette période-là. Donc évidemment, à l'époque, Brigitte était jeune, donc qu'est-ce qu'elle faisait jeune? Comment on va aux États-Unis quand on est jeune autant de temps? Surtout en étant jeune, normalement c'est compliqué pour avoir les visas, etc. Surtout à cette période-là. Donc, voilà. Eh bien, Candace Owens, elle a mené l'enquête, bien évidemment. Je suppose avec Poussard et compagnie, hein, on s'en doute. Donc, avant de commencer la vidéo, évidemment, le petit pouce bleu, qui est évident, j'ai envie de dire, qui est évident. Et évidemment, l'abonnement qui fait toujours plaisir. Voilà, voilà. Alors, on commence avec un petit article qui nous récapitule et qui contextualise la vidéo. Et ensuite, on se matera la vidéo, évidemment, l'extrait sous-titré, bien évidemment. Voilà. Je pense que ça ira. Sous-titré, oui, il y a les sous-titres quand même. Il n'y a pas les sous-titres. Bon. On va se débrouiller comme on peut. Alors, dans cette vidéo, on y apprend qu'Emmanuel Macron, dans un entretien accordé à Paris Match, a enfin daigné évoquer, sans la nommer, la plume qui l'obsède, Candace Owens. Préférant les procès à la transparence, notre cher président, que l'on savait irritable, sombre dans le ridicule le plus absolu. Refuser de prononcer le nom de son adversaire, c'est s'imaginer que l'on peut faire disparaître la question par incantation. Voilà, parce que récemment, il a été interviewé, et donc justement, forcément, ça... Candace Owens, ça se marre bien, quoi, parce que Macron, il est complètement terrorisé par Candace Owens. Complètement terrorisé, parce qu'évidemment, elle a lancé des t-shirts homme de l'année en mettant Brigitte dessus. Elle a lancé un t-shirt Free Emmanuel, en parlant justement de Emmanuel Macron, qui à 14 ans a été détourné d'une certaine manière par Brigitte, puisque selon la loi, comme elle était majeure, et bien plus majeure que 18 ans, et qu'elle a rencontré Emmanuel Macron quand il avait 14 ans et qu'elle a eu une histoire amoureuse avec, c'est considéré comme du détournement de mineur. D'ailleurs, encore répréhensible à l'heure actuelle avec la loi Chiappa, qui a justement rallongé le délai de jusqu'à 30 ans, je crois, pour un mineur une fois majeur qui se rend compte qu'il a été détourné par une personne majeure au moment des faits. Ça a été rallongé sous le mandat de Macron, ce qui est encore plus troublant. Bref, il y a tellement de choses dans cette... Ah oui, non, non, mais... Alors, heureusement, on a la traduction de Marie Vindini. Ah, elle est gentille, celle-ci. Elle est gentille. Non, il faut le dire, il faut le dire. Parce qu'il n'y a pas encore les traductions sous-titrées de Candace Owens. Donc, on a évidemment, gentiment, la traduction de Marie Vindini. Voilà. Donc, on va se regarder ça. Avant, pareil, on va regarder le thread de Dr Cube qui nous révèle aussi plusieurs choses. Alors, regardez. Donc, l'enquête mondiale se concentre sur un possible lien entre Jean-Michel Trogneux, alias Brigitte, et le programme secret MK Ultra de la CIA. Et ça, c'est une thèse qu'avait déjà évoquée Xavier Poussard chez Idriss Aberkane en disant que voilà, Macron, d'une certaine manière, il avait parlé de candidat mandchou. C'est une expression dont je n'ai pas l'entière maîtrise, donc je ne vais pas je vais pas me diriger là-dessus. Mais il avait dit par contre que Macron était potentiellement sous MK Ultra depuis l'enfance pour justement opérer derrière évidemment tout son programme politique qui est très antipathique et qui relève justement d'un cas MK Ultra. On ne peut pas aller autant à l'encontre du peuple si on n'est pas brisé intérieurement. On ne peut pas faire autant de mal à un peuple et autant se foutre du sort de son peuple quand on a un minimum d'empathie et d'humanité.
Donc évidemment, MK Ultra, ça révèle aussi le trouble dissociatif de l'identité, un total manque d'empathie et évidemment la destruction d'une personne le plus tôt possible, donc notamment dès l'enfance et l'adolescence. Et c'est d'autant plus troublant, sachant qu'on apprend que Macron a eu plusieurs mentors durant son adolescence. On sait qu'il a eu Brigitte quand il avait 14 ans. On sait qu'il avait donc sa grand-mère quand il était plus jeune et qu'il s'est disputé avec ses parents à cause de sa relation avec Brigitte. On sait notamment aussi qu'il a eu un fameux, selon les dires de Monsieur Geloun, écrivain marocain, un sugar daddy qui s'appelle Henri Herman, qui est un décédé maintenant, mais qui était son sugar daddy, qui est un millionnaire qui avait percé dans le milieu agroalimentaire, qui, pareil, l'a repéré très tôt durant un stage dans une administration locale d'Amiens, je crois. Il l'a rencontré à un dîner et ils se sont très bien entendus. Il lui a payé un appartement, enfin, il lui a donné un appartement, un prêt sans intérêt qui finalement Macron n'a jamais remboursé. Il l'a invité aussi dans sa villa au Maroc. Donc voilà, on sent qu'il a eu plusieurs personnages clés dans son enfance, notamment aussi son parrain David de Rothschild qui l'a fait rentrer chez Rothschild. Donc voilà, il a eu vraiment beaucoup de gens, beaucoup d'aide. Et c'est vraiment très français ça, hein, d'avoir des parrains, des pistons, surtout dans la haute en France, pour ne pas avoir à trimer dans sa vie et accéder à des postes facilement. Allez, que je t'emmène dans les écoles prestigieuses, je te pistonne, tu vas devenir associé gérant chez Rothschild, que je te pistonne, tu seras ministre de l'économie sous Hollande, que je te pistonne, tu deviendras président de la République en 2017. Voilà, c'est la France, hein. Globalement, ça n'est que du piston. Bref, donc là, elle parle de la plainte. Candace, elle dit voilà, Macron et Brigitte reprochent à Candace d'avoir accusé Macron d'être le produit du programme MK Ultra. Ce projet secret de la CIA visait le contrôle mental via drogue, manipulation et torture. Bon, après, c'est large, mais ça reste intéressant. Donc on voit qu'ils ont porté plainte contre ça, enfin pour cette raison-là. Pourquoi Brigitte insiste-t-elle sur ce point dans sa plainte contre Candace? Candace a juste relevé Macron, isolé jeune, son père psychiatre et des expériences d'isolement liées à MK Ultra. Sa série portait surtout sur le genre de Brigitte. Oui, en fait, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas attaquer Candace sur le cas de... Parce qu'en fait, idéalement, ce qu'il aurait fallu, c'est porter plainte contre Candace pour transphobie. Parce qu'évidemment, elle dit que Brigitte est une femme trans, qu'elle n'est pas, donc elle pourrait porter plainte contre transphobie. Sauf que pour que la plainte soit valide, il faudrait que Brigitte soit trans pour être victime de transphobie. Or, si elle fait ça, ça veut dire qu'elle avoue être un homme. Donc, elle ne peut pas. Parce qu'en plus, il faudrait qu'elle prouve qu'elle soit un homme. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'elle passe des tests, etc. Donc, toute la mascarade serait relevée. Donc, en fait, le procès, finalement, ne tiendrait plus. Parce que ça veut dire que Candace aurait raison. Donc, pareil, elle pourrait reporter plainte en disant, bah, finalement, j'ai raison. Bref. Donc, voilà. Donc, en fait, ils essayent d'attaquer sur autre chose. Pour comprendre la suite, un flashback sur le parcours de Jean-Michel Trogneux. Alors ça, c'est ce qui nous intéresse, justement. Donc en 63, à 18 ans, déclaré en Algérie pour service militaire. Fin 63, inscrit à l'ESTP. En 67, sous-officier en Allemagne. De 68 à 81, que faisait Jean-Michel Trogneux dans l'armée? Xavier Poussard n'a pas eu accès au dossier militaire, clos en 81. Exactement. Pourquoi? Parce que justement, il a été déclaré par le service militaire que Xavier Poussard ne pouvait pas y avoir accès parce que dedans, il y avait le secret médical. Donc, quel est ce secret médical? Est-ce que c'est justement pas potentiellement une transition de genre? Par ailleurs, Brigitte a déclaré dans Gala 2021 qu'elle a beaucoup voyagé aux États-Unis et qu'elle était aux États-Unis quand Armstrong a marché sur la Lune. Officiellement, elle avait 16 ans. Voilà, en 69. Et justement, comme par hasard, Jean-Michel Trogneux était dans l'armée de 68 à 81. Voilà. Donc un étudiant participe à l'expérience de Stanford. Objectif, étudier les effets de l'autorité sur des personnes dominées. Pareil, on a des témoignages sur ça. Sur les figures clés du programme MK Ultra. Candace essaye alors de trouver des preuves de la possible présence de GMT à Stanford. Le nom Trogneux, très rare en France et aux USA, apparaît dans les archives du DOJ en 61. Un certain Trogneux est entré aux États-Unis en 61. Jean-Michel Trogneux avait 16 ans. Comme un membre d'un équipage d'un cargo français venu du Havre, elle identifie le nom du cargo et celui de son capitaine, un certain Guy Chopin. Puis elle s'est intéressée au cargo. Elle a bien travaillé.
Et là, Candace découvre Jean-Michel Trogneux, un membre d'équipage d'un bateau. Ce même bateau part d'Allemagne vers Auckland. Candace se demande alors si Jean-Michel Trogneux faisait partie de cette expédition, puisqu'on sait qu'il était en Allemagne en 68 et qu'il a fait partie de l'équipage de ce bateau. Elle lance un appel à témoins. Candace montre aussi une autre photo de l'expérience de Stanford. Jean-Michel Trogneux dans le rôle de la taupe parmi les prisonniers. C'est pas sûr que ce soit lui, mais... Voilà. Donc, on va regarder ça justement. Rien de mieux que de regarder la vidéo en question. Alors, on va pas tous regarder, on va pas piquer le travail de Candace et donc la traduction de Marie Vindini. Mais on va regarder un petit peu, voir ce qu'il y a d'intéressant. Très bien les gars, bon mardi à tous. Un épisode marrant pour nous aujourd'hui, marrant parce que Emmanuel Macron vient d'être interrogé sur ce procès sans précédent contre moi. Et c'est juste vraiment un petit abruti. Il refuse même de dire mon nom tout en parlant de moi. Nous allons en parler dans un instant. Et aussi, ne vous excitez pas trop, mais il semblerait que quelqu'un ait cru apercevoir Jean-Michel Trogneux sur une photo datant des années 1970, soit à peu près au même moment de la disparition de Jean-Michel Trogneux. Et sur cette photo, il est aux États-Unis. Si c'est bien lui, on ne sait pas si c'est vraiment lui. Alors comme je vous l'ai dit, ça va être un épisode super excitant. Alors plongeons-nous tout de suite dans cette histoire. Bon retour sur Candace. Bon, je vous ai dit de pas trop vous exciter, mais en fait, je suis assez excitée. Bon, pour commencer, Emmanuel Macron, c'est juste une mauviette. Une grosse mauviette. Je peux juste pas m'empêcher de le dire, j'imagine qu'il Alors, je ne cautionne pas, je me désolidarise. va prendre cet argument et qu'il va l'inclure dans une autre plainte qu'il déposera à nouveau contre My name. Ok, maintenant passons à quelque chose d'également intéressant, peut-être probablement même beaucoup plus intéressant. Potentiellement, on est sur un truc. Bon, c'est potentiellement, mais on est peut-être sur un truc. On va pas aller trop vite, je vous présente simplement ça parce que on est à la recherche de beaucoup plus d'informations. Et comme vous le savez, aujourd'hui, c'est une enquête ouverte. Comme je l'ai dit, ça aurait été une enquête à huis clos s'ils avaient refusé de répondre eux-mêmes à ces questions, mais ils ne le veulent pas, ils ne le peuvent pas. Parce que vous savez, la vie privée, c'est la vie privée. Ok, donc juste pour récapituler avant d'aborder cette photo, la piste de Jean-Michel Trogneux s'est complètement éteinte juste avant 1970. Donc je vais revenir à cette chronologie que nous vous avons présentée lors de toute la série sur Becoming Brigitte, parce que je pense qu'on a tous besoin d'un petit rappel ici. Nous avons donc retracé toute la vie de Jean-Michel Trogneux depuis sa naissance en 1945, mais la partie pertinente que je veux que vous regardiez se situe en 1963. Parce qu'en 1963, c'est l'année durant laquelle Jean-Michel Trogneux a eu 18 ans. Et à cette époque, en France, les militaires, les civils étaient obligés de s'engager dans l'armée. C'était obligatoire. Si vous avez 18 ans, vous devez vous engager, ou à défaut, vous devez présenter une raison valable pour ne pas vous engager à ce moment-là. Et donc nous savons que le 12 février 1963, selon le reportage exceptionnel de Xavier Poussard, donc le lendemain du 18e anniversaire de Jean-Michel Trogneux, son père, Jean Trogneux, procède à son inscription au service militaire de la part de son fils. Et ce qui est étrange cette année-là, c'est que dans ce dossier, alors que son père demande une exemption, on apprend que Jean-Michel vit en Algérie au début de cette année-là. Ensuite, nous apprenons qu'à la fin de cette année, de cette même année, il est de retour en France et étudie dans une école d'ingénieurs. C'est là que Xavier et les journalistes impliqués dans cette histoire ont pu retrouver cette photo désormais tristement célèbre, cette photo de Jean-Michel datant de 1963, 1964 je crois, donc cette photo de Jean-Michel Trogneux prise dans une école d'ingénieurs en France. Super. Xavier Poussard a ensuite pu confirmer dans son livre que 2 ans plus tard, en 1965, Jean-Michel demande un nouveau sursis militaire de 2 ans, ce qui nous amènerait donc en 1967. Et grâce à un journaliste grand public, parce que souvenez-vous, l'histoire raconte que les gens ont commencé à se rendre compte qu'il y avait un frère ou une sœur portée disparue, parce que voilà que maintenant Brigitte Macron est la première dame de France. Les gens regardent là la photo, ils se disent mais attends une seconde, on sait où tous ces frères et sœurs là sont censés être. Ce petit gars là sur la gauche de la photo, on sait pas où il est et c'est bizarre, il ressemble quand même trait pour trait à Brigitte, ce Jean-Michel. Et bien entendu, comme la presse a pu anticiper l'affaire, les journalistes commencent à dire « Oui, tiens, c'est vrai, ça, ce frère ou cette sœur, en tout cas cette personne a disparu, on va essayer de regarder de ça un petit peu plus près. » Et donc un journaliste qui a enquêté sur l'affaire a pu confirmer que Jean-Michel Trogneux était en Allemagne en 1967. Il était là-bas comme un sous-officier qui n'était pas en service et qui jouait au hockey sur gazon pendant la saison, donc au Spire Club, pendant la saison 1967-1968. C'est là qu'il était, pendant ces années, il était en Allemagne. Et cela peut faire du sens finalement parce qu'ils avaient effectivement un régiment d'ingénierie à l'époque.
Donc, d'un point de vue militaire, ça pourrait faire du sens, ça pourrait être logique. Mais c'est après, après 1967-1968, que la piste s'estompe complètement. On n'a vraiment aucune idée de ce qui arrive à Jean-Michel Trogneux ensuite. En revanche, ce que l'on sait, c'est que Xavier Poussard a tenté d'accéder à son dossier militaire. Et on sait également que ce dossier militaire n'a pas été clôturé avant 1981. Donc Xavier Poussard a dit, écoutez, moi j'aimerais bien consulter ce dossier, il a fallu attendre très longtemps pour savoir ce que ce type manigancé pendant toutes ces années. Et l'armée a simplement répondu, non, il n'y a aucun moyen, vous ne pourrez pas l'avoir. Et le motif invoqué était que la divulgation de ce dossier compromettrait des informations médicales privées. Donc il semblerait qu'il s'agissait d'une question de confidentialité. Il y a des informations médicales privées dans ce dossier, vous ne pouvez donc pas les avoir. Ok, très bien. Donc la question que nous posons depuis le début de cette série, c'est que faisait Jean-Michel pour l'armée pendant toutes ces années? Qu'a-t-il fait pour l'armée de 1968 à 1981? Et ce qui est intéressant, c'est que nous savons pertinemment que Brigitte Macron affirme que tout au long de cette période, elle dit qu'elle, entre guillemets, qu'elle était aux États-Unis pour l'atterrissage sur la Lune. Enfin, atterrissage, vous avez compris. Et encore une fois, c'était avant que tout ce scandale n'éclate. Hein. Peut-être qu'à ce moment-là, elle en a dit un peu trop, plus que ce qu'elle aurait dû dire en tout cas. Et c'est une des questions qu'il faudra absolument que nous lui posions quand elle sera sous serment. Elle a déclaré à un journaliste en 2021, voici le gros titre. Vous pouvez vérifier dans l'article original de Gala vous-même. Et donc le titre se lit « Brigitte Macron est nostalgique de sa jeunesse américaine. J'étais là quand Armstrong a marché sur la Lune. » Voici la citation directe de cet article. On peut y lire. Donc il s'agit d'une déclaration de Brigitte que nous avons traduite en anglais depuis l'article en français. Elle dit « Ça, c'est le pays où je suis allée le plus quand j'étais adolescente. J'étais là quand Armstrong a posé les pieds sur la Lune. J'ai vécu ça avec les Américains. » Ok, c'est très intéressant. Elle dit donc que le 20 juillet 1969, elle a vécu ce moment avec les Américains. Nous avons l'épouse d'un chef d'État qui raconte qu'après tout ce qu'elle a traversé, elle a toujours cette affinité avec l'Amérique. Elle raconte aussi un petit peu plus loin dans l'article « J'ai vécu cela avec les Américains », en référence à l'alunissage, donc Armstrong qui pose le pied sur la Lune. Et donc elle dit, je cite, « J'ai des souvenirs et les souvenirs d'adolescence sont ceux qui restent gravés dans nos cœurs. » Ok, vous aimez l'Amérique? Eh bien, sachez que l'Amérique vous aime en retour. Peut-être vous pouvez nous dire ce que vous faisiez ici? Où est-ce que vous avez fêté ça, célébré ça? Avec qui vous étiez exactement ce jour-là où vous étiez? Et voilà la raison pour laquelle la partie suivante que nous allons aborder est super intéressante. Quelqu'un sur X, et encore une fois, je mets une alerte, nous enquêtons simplement. Nous posons simplement des questions. Ça va toujours beaucoup plus vite de s'adresser au public parce que les extraits, ce qu'on peut retrouver sur Internet, c'est vraiment le meilleur, n'est-ce pas? C'est un petit peu comme si on avait notre propre service de la CIA, l'agence de renseignement de l'intelligence de Candace. On voit les mamans et les papas qui commencent à sortir des extraits de dossiers. Et quelqu'un a attiré mon attention en affirmant avoir vu quelqu'un qui, selon lui, ressemblait trait pour trait à Jean-Michel Trogneux dans un documentaire qu'il regardait sur l'université de Stanford, sur le Prison Experiment, l'expérience en prison. Ok, voici le tweet, juste pour que vous sachiez, j'ai rien inventé. Voici le tweet, je regardais l'émission télévisée sur The Prison Experiment, The Stanford Prison Experiment. Le premier épisode montre un profil latéral de ce jeune homme à 5 minutes 45 secondes. J'ai même dû revenir en arrière et regarder à nouveau. Et je me suis dit, waouh, c'est... Bon, je suis pas vraiment une technologie de reconnaissance faciale, hein, mais ce visage me semble quand même bien familier. Et en parlant de psychologie d'ailleurs, hein, tout ce dont nous avons discuté dans ce podcast concernant la psychologie, la lecture la lecture qu'on a fait sur le livre KO, tout cela a vraiment retenu mon attention, ok? Et puis quand on apprend vraiment ce qu'était le Stanford Prison Experiment, alors ça pique notre intérêt encore davantage, notre curiosité davantage. Qu'est-ce qu'était cette expérience, l'expérience de la prison de Stanford? Eh bien, c'était l'une des expériences psychologiques les plus controversées de l'histoire. Non, je plaisante pas, hein, de l'histoire entière. C'était controversé non pas seulement à cause de ce qui a été fait, mais aussi parce que des années plus tard, un historien français a tout simplement dit, après avoir tout analysé,
Toute cette histoire n'était qu'une pièce de théâtre, que tout ce que faisaient ces gens, c'était en fait performer comme des acteurs. Il a raconté que beaucoup de choses qui avaient été racontées au public étaient tout simplement fausses, avait mené cette expérience pour obtenir un certain résultat. Mais laissez-moi vous en parler un petit peu. Voici ce que nous savons avec certitude. Ce que nous savons comme étant un fait certain, c'est que l'expérience a eu lieu en 1971 et qu'elle a été financée par la marine américaine et les Marines. Ok? Elle a été financée par l'armée. Parce qu'ils voulaient étudier les comportements antisociaux. Ils voulaient déterminer si en étant soumis à une pression extrême et à des abus, pensez-y, hein, on parle de pression extrême et d'abus, s'il était possible de transformer des individus psychologiquement sains en individus susceptibles d'adopter des comportements pervers. C'était une expérience du genre, alors vous allez vous joindre à nous pour cette expérience? Vous rentrez, vous vous asseyez, vous êtes quelqu'un de tout à fait sain de corps et d'esprit, vous n'êtes pas du genre du tout à faire des trucs délirants. Eh bien, si on continue à vous pousser, à vous maltraiter, est-ce que vous allez participer? Vraiment, personne ne sait pourquoi notre armée, la marine en particulier, s'intéresse à ce genre d'expérience bizarre. Personne ne répond à la question. Mais bon, là je m'égare, vous connaissez déjà mon opinion sur la psychologie. Bref. Donc la façon dont cela fonctionnait, c'était simple. Ils ont publié une annonce dans le journal, qui était uniquement destinée aux étudiants du campus. Et ils ont trouvé 24 étudiants, hommes, en bonne santé. Ils en ont sélectionné 24 sur 75. Des candidats qui ont ensuite été forcément examinés pour de potentiels problèmes psychologiques, médicaux, afin de s'assurer qu'ils n'en avaient aucun. Et ensuite, les participants ont été assignés au hasard pour jouer soit le rôle d'un prisonnier dans la simulation, bien sûr, soit celui d'un gardien dans ce cadre carcéral fictif. En gros, le psychologue en charge de ce projet, un vrai pervers, soit dit en passant, je le regarde, et On dirait Jean-Paul Rouve. Philippe Zimbardo. Donc, quelques étudiants diplômés ont simulé un environnement carcéral et ont donc étudié les effets psychologiques du pouvoir perçu et des rôles situationnels. Les gardiens sont devenus de plus en plus autoritaires, et donc nous a vendu ça en nous disant que ça faisait partie de l'expérience, ok? Ils sont donc devenus de plus en plus autoritaires, de plus en plus violents, même sadiques, tandis que les prisonniers montraient des signes de détresse extrême, puis de soumission. Cette expérience devait initialement durer 2 semaines, mais elle a dû être interrompue au bout de 6 jours, en raison notamment des réactions et des comportements psychologiques extrêmes des participants, que ce soit les gardiens comme les prisonniers. Et apparemment, ce serait la femme de ce gars, là, de ce type, qui aurait tout arrêté. C'est également une psychologue, elle s'appelle Christina. Elle arrive et elle dit « Oh là 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 là, il souffre trop, il faut absolument mettre fin à cette expérience avec ces étudiants diplômés, ces étudiants qui, en ce moment, se maltraitent entre eux. » Bref, je vais vous montrer un extrait de ces, je cite, gardiens, qui adorait vraiment parler de son rôle de gardien dans cette expérience, et qui dit « Ah bah ouais, moi je viens de m'inscrire, c'était marrant, j'étais étudiant, je me suis lancé, j'aimais bien maltraiter les gens, j'aimais trop abuser des gens, j'ai été choisi comme gardien par hasard, et puis ça me convenait parfaitement. » Ce gars s'appelle Dave, écoutez ça bien. Chaque jour, je me demandais « Bon, que pouvons-nous faire pour améliorer ce que nous avons fait hier? Comment pouvons-nous poursuivre l'expérience là-dessus? » Ah, vous vouliez accélérer les choses en fait, hein? Oui, pour 2 raisons, je pense. La première, c'est que je croyais vraiment aider les chercheurs à mieux comprendre le comportement humain. Et d'un autre côté, c'était personnellement intéressant pour moi. Vous savez, je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé ce que j'ai fait. Vous savez, peut-être qu'avoir autant de pouvoir sur ces pauvres prisonniers sans défense, ça vous excite un peu. Franchement, j'aurais même pas pu inventer ça, même si j'avais voulu. Mais encore une fois, pour ceux d'entre vous qui faites partie de mon club de lecture et qui étudient avec moi Sigmund Freud, c'est rien du tout finalement. Ça fait partie du processus de la psychologie, des études autour de cela, du gaslighting qui y est associé. Bref, le scandale a pris une ampleur encore plus grande parce qu'il y avait cet historien français qui s'appelle Thibault Le Texier, qui a décidé d'approfondir cette expérience et qui a découvert que beaucoup de choses qu'on avait racontées au public à ce sujet étaient tout simplement fausses. Il dit qu'il s'agissait vraiment d'une grande pièce de théâtre orchestrée. Et puis par la suite, il y a eu un individu qui avait participé à cette expérience et qui a dit avoir reçu l'ordre de donner plein d'interviews et de dire ce qu'il était censé dire sur ce qui s'était passé. Et donc sa récompense, en fait, c'est que ce Philippe Zimbardo, là, lui a donné toute une liste, toute une série de qualifications et lui a ainsi permis de lancer sa propre carrière de psychologue.
Il y a beaucoup de trucs à dire et à s'interroger, savoir si cette expérience était réelle ou pas, si la sincérité de sur la sincérité des personnes, leur implication, est-ce qu'elles savaient vraiment ce dans quoi elles étaient impliquées ou pas, parce qu'en fait essentiellement ce qu'ils voulaient faire, c'est avoir une conclusion qui dise bah cette étude a démontré ceci, cela, et donc maintenant c'est officiel. Et ce gars-là, là, il est vraiment, qui témoigne, là, il est vraiment très très louche. C'est en fait le fils d'un professeur d'ingénierie de Stanford où il était étudiant. En fait, oui, au moment de l'expérience, il était étudiant à l'université de Chapman au moment de l'expérience. Comme je l'ai dit, il faisait partie d'un des gardiens les plus violents, les plus abusifs de cette expérience. Il était extrêmement sadique avec les participants prisonniers. Par la suite, il explique même comment il se sent mal, comment il avait même de l'empathie, si on peut dire, pour l'auteur de ces abus. Ou plutôt, pardonnez-moi, là je me gare un peu. Skyler, tu peux remettre s'il te plaît sur un truc qui s'est passé en Irak. Oui, voilà. En gros, nous avions un groupe de soldats qui se livraient à des abus. Ça, c'était à Abu Ghraib. Et le Ok. scandale a éclaté. Il est dit ici. Ma première réaction a été de me dire que c'était tellement familier tout cela pour moi. Je savais exactement ce qui était en train de se passer. Je me voyais même au milieu de tout ça et regarder la situation complètement dégénérée. Quand on est peu ou pas supervisé et que personne n'intervient pour te dire « attends, tu peux pas faire ça », la situation ne fait que s'aggraver. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il sort, il donne une bonne excuse pour les abus sexuels et les humiliations que les soldats américains infligeaient aux Irakiens qu'ils gardaient dans cette prison. Très intéressant. Il semblerait que voilà que maintenant le gars fait autorité en la matière, n'est-ce pas? Bref, c'est un mystère. Le point que j'essaie de prouver ici, c'est que cette image m'a vraiment interpellée. Je me suis demandé s'il pourrait s'agir de Jean-Michel Trogneux. Je ne sais pas. Évidemment, j'en ai aucune idée, j'en ai aucune preuve C'est pour clair, l'instant. ouais. Et tout ce que nous recherchons, c'est davantage d'informations, honnêtement, pour pouvoir éventuellement écarter cette piste si elle est fausse. On veut juste... Voilà, donc bon, après c'était un peu long sur le truc de l'expérience, mais c'est intéressant parce que si finalement JM Tronu était dans cette expérience ou en tout cas dans ce reportage, ça pourrait en dire long finalement. Après, est-ce que c'est vraiment lui? Bon, on ne saura pas. Les lunettes sont pas les mêmes, le visage est très ressemblant, mais bon après c'est possible d'avoir un visage ressemblant. Euh, Justement, c'est là où Candace Owens fait son fameux appel. On a dit voilà, s'il y a des gens qui étaient au courant, qui étaient dans cette expérience, qui ont parlé à cette personne-là, qui ont ceci, qui ont cela, bon. Donc on en saura plus évidemment dans le futur. Mais moi, ça me passionne parce que tous les jours, on en apprend quoi. Et Candace, ça fait un super boulot. Alors évidemment, après, il faut remercier Natacha Ray et Xavier Poussard hein, parce que c'est eux à la base qui ont tout fait. Candace, ça fait que articuler les choses, les mettre en scène avec ses vidéos, même si elle fait elle fait un très bon boulot quoi. Mais tout va quand même à Poussard et à Madame Ray. Voilà, voilà. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, surtout, sur mes ennemis.